Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Je me présente Émilie Nguyen, stratège médias sociaux. Bonjour. Je suis en compagnie des cinéastes d'animation Sandra Desmazières et Keyu Chen. Bienvenue à cette conversation d'une heure présentée dans le mois du patrimoine asiatique. Merci de vous joindre à nous. Avant de vous présenter nos invités, j'aimerais souligner que je me trouve présentement à Jogé, Montréal, un territoire traditionnel non cédé de la nation Mohawk Kanien'kehá:ka. Ces terres ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations et j'aimerais exprimer ma reconnaissance. Alors, sans plus tarder, Sandra et Keyu, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous, d'avoir l'honneur d'animer cette conversation. Je suis une grande fan de votre travail, comme vous le savez. Sandra Desmazières, tu as étudié l'animation à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Tu as produit 3 courts-métrages, Le thé de l'oubli, Bao, et ton dernier film, Comme un fleuve, a été shortlisté dans plus de 90 festivals à travers le monde. Ça fait aussi partie de la shortlist des Césars et des Oscars. Bravo. Entre la réalisation de tes films, tu es aussi une illustratrice de livres jeunesse et maman de 2 jeunes enfants. Keyu, aussi nouvellement maman d'une petite fille. Félicitations. Tu es originaire de Chine et tu as étudié l'animation à Beijing. En 2006, tu t'es envolée vers l'Abitibi afin de poursuivre tes études à Rouyn-Noranda alors que tu ne parlais pas un mot de français. Chapeau. En 2014, tu as remporté le concours cinéaste recherché de l'ONF où tu as pu réaliser ton premier film d'animation professionnelle, Un printemps, sélectionné dans plusieurs festivals. Et plus récemment, tu as illustré un livre, Le Jardin d'Églantine, avec Maud Chaillé, notre collègue. Donc, 2 beaux parcours. Donc, en prévision de cette rencontre, j'ai préparé quelques questions pour vous et je suis certaine que les gens du public en auront aussi. Pour les gens qui nous écoutent en direct, il va y avoir une période de questions à la toute fin. On vous invite donc d'écrire vos questions dans le chat tout au long de la conversation. Alors, première question, Keyu et Sandra, parlez-nous un peu de votre parcours en animation. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre? À toi, Sandra ou Keyu, que vous voulez. Alors, je vais. Je t'en prie, tu peux commencer, hein. Bon, j'y vais. Moi, j'ai toujours eu envie de dessiner depuis petite. Et puis, je me suis inscrite dans une école d'art appliqué de dessin. Et je me dirigeais vers le textile, le dessin du textile, des motifs. Et puis, quand je suis arrivée aux arts décoratifs, à côté de la salle de textile, il y avait une salle d'animation, de films d'animation, où j'ai découvert le cinéma d'animation, les courts-métrages. Et en fait, c'est ça qui me donnait envie je voulais faire mes études là-dedans. Donc, je me suis dit, bah, c'est génial, on peut faire des dessins et puis les mettre en mouvement, mettre de la musique, mettre du son. Et c'est en regardant aussi un film Un jour de Marie Pacou qui m'a donné envie de faire mes propres films. Voilà. Keyu? Oui, alors moi, en fait, je n'ai jamais pensé de devenir une réalisatrice en animation. Je voulais surtout voir mes dessins bougent. C'est pour ça que je suis rentrée dans l'école d'animation. J'ai essayé d'animer plusieurs. En fait, ça a commencé par les clips de mes dessins et ensuite, je créais plusieurs courts-métrages pendant mes études. Et c'était jusqu'où, à l'ONF, je réalisais mon premier projet d'animation d'animation professionnelle. Et là, j'ai eu le titre réalisatrice. C'est d'honneur pour moi. Voilà. À l'ONF, tu as travaillé sur plusieurs projets, hein, dont tu as collaboré à l'animation pour Mamie, Histoire de bus et Oui, d'autres. je travaille avec plusieurs réalisatrices, aussi pour Sandra. C'était vraiment une très bonne expérience parce que j'ai appris plein de choses aussi de chaque projet.
Et je pense après, je travaille sur 2, 3 projets. C'est là que j'ai participé au concours cinéaste recherché. Puis j'ai eu l'occasion de réaliser mon premier film. Mais attends, on va reculer un peu parce que je suis certaine que le public va vouloir savoir pourquoi tu as choisi l'Abitibi, de Beijing en Abitibi. Qu'est-ce qui t'a, quelles raisons t'ont poussé à faire ce choix-là? Euh, ça a l'air un grand choix pour les autres, mais à l'époque, c'était vraiment comme, je pense que j'avais 20 ans et je voulais juste d'aller voir un environnement vraiment, vraiment différent. C'est pas la première fois que je fais le choix d'aller plus loin. En fait, juste pour l'université, je suis allée à Beijing. Pour moi, c'était déjà très, très loin parce que moi, je viens du sud de la Chine. Et c'est vraiment 2 cultures très, très différentes. Quand je suis rentrée à l'université à Beijing, je vois déjà tous les Chinois viennent de 4 coins de la Chine et on parle la même langue, mais en même temps, on ne se comprend pas trop parce que chacun parlait un peu avec leur dialecte, l'accent. Et ensuite, il y avait un programme d'échange à mon 12e année. Euh, j'ai choisi seulement le plus loin possible. C'était juste une chose comme ça. J'ai dit, ah, c'est le plus loin, c'est l'autre bout de la planète et j'aimerais aller faire un tour. C'est vraiment Wow, comme ça. Ouais. super. On va justement visionner un extrait du film Un printemps de Kei Chen. Donc, il y a eu ton film Un printemps est en partie un récit autobiographique. Pour toi, pourquoi était-ce important pour toi de raconter cette histoire? Oui, c'est à partir de mon histoire personnelle parce que, en fait, quand je suis arrivée à Rwanda, beaucoup de monde me posait les questions pourquoi, pourquoi tu es partie de ta famille, pourquoi tu viens ici, c'est vraiment loin. Euh, c'est là que je commençais à réfléchir au pourquoi parce qu'avant, j'ai pas cette question. Et je trouvais que c'était vraiment un sentiment, émotion. J'avais une émotion très complexe parce que je voulais partir, ça c'est certain. Euh, mais l'attachement avec la famille, c'est très, très fort aussi. Et pour décrire cette émotion, j'ai écrit cette histoire et je pense que à l'époque, je rencontrais aussi beaucoup d'étudiants comme moi qui poursuivent leurs études très très loin. Et après ça, on s'appelle en chinois un peu comme amené par le vent. Tu sais, il n'y a pas une vraie motivation. C'est quelque chose dans la vie, c'est destin. Après l'étude, on s'installe quelque part, très loin. Euh, et j'aimerais partager cette émotion avec les autres. Puis aussi, c'est pour les gens comme moi qui est parti loin et qui a une émotion très complexe comme moi. Euh, alors, je choisis le titre comme Un printemps parce que je trouve le printemps, justement, ça représente ce, ce sentiment, je ne sais pas comment dire, parce Une que renaissance. ouais, c'est une saison qui tous les plantes se poussent. Alors, c'est comme des intentions, c'est comme des idées. On pousse à un moment donné quand on est de adolescent à adulte. Et
Aussi, ça pourrait être toutes les choses, c'est en mouvement. Alors, je pense que c'est flou, mais c'est exact ça que je voulais dire. Ben, la force, c'est ça, la force de partir, ça prend quand même une grande force de s'éloigner de sa famille, donc, et la force du printemps de faire pousser les fleurs à chaque saison. Je trouve que en tout cas, le titre est très bien choisi, c'est un beau parallèle. Tu as utilisé l'encre de Chine pour animer ton film. Qu'est-ce qui a guidé ce choix-là? Et est-ce que tu avais déjà travaillé avec l'encre de Chine auparavant? Oui, je choisis justement parce que je pratiquais avec ça depuis longtemps, quand j'étais petite, peut-être quand j'avais 5 à 6 ans. Je suis un professeur et c'est comme, mais à l'époque, c'est comme un hobby. On aime le dessin, puis on choisit quelqu'un pour nous apprendre. Et, ensuite, j'ai gardé ça comme toujours une pratique à côté quand je fais les études à l'école secondaire et tout ça, euh, parce que c'est facile d'avoir l'encre de Chine. Si quelqu'un a une expérience avec une petite bouteille de l'encre, tu peux vraiment utiliser longtemps. C'est pas cher et c'est très libre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ça longtemps. Euh, euh, quand j'ai commencé le film, je voulais trouver quelque chose qui est pertinent pour la langue visuelle. Et je pense que langue Chine correspond à ce choix-là parce que avec sa épaisseur et avec le motif subtil dans le noir, ça pourrait être, représente bien le douceur, une douceur qui n'est pas très prononcée, un peu cachée. Et c'est ça. C'est ça que je choisis la prochaine. Puis c'est magnifique parce que un printemps, est composé de lignes vraiment très fluides. Donc, avec le mouvement, c'est le fond et la forme, ça marche merveilleusement bien. Puis j'invite tout le monde en ligne à visionner Un printemps qui est disponible en ligne gratuitement si vous l'avez pas vu encore. C'est un petit film magnifique. Euh, à ton tour, Sandra, ta mère est vietnamienne et ton père est français. Tu as dit en entrevue, j'ai longtemps mis ses origines de côté sans vraiment m'y intéresser. Les années passant, j'ai de plus en plus éprouvé le désir de mieux connaître le Vietnam. Quel a été l'élément déclencheur ou les éléments déclencheurs et pourquoi as-tu ressenti le besoin de renouer avec tes origines et de faire un film sur l'histoire du Vietnam? Euh, oui, effectivement, mes parents se sont rencontrés au Vietnam pendant la guerre dans les années 70. Et c'est un film important pour moi, mais vraiment très lourd et très pesant. Et c'est compliqué pour moi. C'est comme si en tant que métisse, et j'ai pas grandi au Vietnam, je n'avais pas le droit de parler de cette histoire. Mais au fond de moi, je sais qu'il faut parler du passé pour ne pas oublier. Et j'ai aussi la distance nécessaire pour pouvoir le faire, je pense. Je voulais donc parler de ce film, faire ce film sur cette période-là. Et surtout, ne pas parler de l'histoire vietnamienne et de la prendre en bras-le-corps parce que je voulais pas être bloquée par trop d'informations. Et à travers le récit intime de Tao Sao Mai, j'ai essayé de mieux comprendre le Vietnam et aussi les conséquences de la guerre sur ces personnages, sur ma famille aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé cette idée et comment cette idée a germé en moi. Et j'ai grandi en entendant parler de la guerre du Vietnam, des boat people, de la famille lointaine, sans vraiment comprendre. Et c'était comme ça, quoi, on n'en parlait pas. Et puis, en fait, il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur parce que c'est venu petit à petit. Et petite, je détestais qu'on me parle de mes origines. Enfin, je faisais un rejet complet du Vietnam. Je détestais mes cheveux noirs. Je ne trouvais pas du tout d'intérêt de parler du Vietnam ou d'y aller. Et puis après, je me suis posé des questions sur ce que c'était qu'être métisse, une espèce d'entre-deux, pas vraiment l'un, pas vraiment l'autre. Et puis, quand j'étais petite, par exemple, on me demandait si je parlais français parce que je parlais pas, mais en fait, j'étais juste timide. Et après, plus grande, quand je suis allée pour la première fois au Vietnam, je me sentais un peu rejetée parce que je parlais pas justement le vietnamien. Et en plus, sur mon visage, ça ne se voyait pas que j'étais vietnamienne, enfin d'origine vietnamienne.
Et donc la première fois que je suis allée au Vietnam, c'était hyper dur pour moi parce que je comprenais pas et puis c'était dur de pas parler. Et heureusement, je dessinais et en fait le dessin m'a permis de communiquer d'une certaine manière. Bon, après c'était très basique comme communication, mais bon c'était une manière de communiquer. Et puis j'ai eu envie à l'âge de 30 ans, je pense au moment d'avoir des enfants, enfin, je me suis posé des questions sur mes origines, sur l'histoire du Vietnam, l'histoire de ma famille. Et puis voilà, après j'ai écrit comme un fleuve. Super intéressant. On va justement regarder un extrait tiré du film. Ma très chère Thao, aujourd'hui c'est l'anniversaire de papa. Il aurait tellement aimé te revoir et connaître ta fille. Tant de choses ont changé depuis ton départ il y a 20 ans. Et pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Voilà, j'adore les visuels. Je trouve, en fait, en visionnant ton film, j'ai vraiment eu l'impression de me transporter au Vietnam parce qu'il y a quelque chose dans les textures, les motifs, les couleurs vives qui rappellent les tissus vietnamiens des grands-mères dans la rue qui travaillent à faire la cuisine ou autre. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler du travail qui a été fait au niveau des images, au niveau de la conception sonore? Quelles ont été tes inspirations et quelles techniques tu as utilisées? Alors, lors de mes voyages, j'ai beaucoup dessiné justement et j'avais des images très fortes, des couleurs et des ambiances. Surtout les images nocturnes avec les murs verts, les néons, les carrelages, la couleur du sol, des ocres jaunes, rouges, et surtout le vert de la végétation qui est très 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 présente partout. Et puis aussi pendant un dernier voyage que j'ai fait en 2014, on a enregistré du son, le son des marchés, le son de la végétation, et moi je trouve ça génial d'enregistrer le son quand on voyage parce que du coup on voit on entend des choses qu'on ne voit pas du tout, les insectes. Le vent dans la végétation, et ça, j'ai voulu absolument les réutiliser dans le film. Et la musique du film, donc c'est inspiré des musiques qu'écoutaient les jeunes dans les années 60-70 et que moi aussi j'écoutais parce que ma mère, quand on était petite, elle écoutait sur son vieux radiocassette plein de musique comme ça. Donc j'avais ce truc-là dans ma tête et je voulais absolument qu'on retrouve dans le film, un côté nostalgique aussi. Et Manuel Merlot qui a fait la musique, donc il s'est inspiré de ces chansons, on a écouté en boucle plein de morceaux. Et puis il a fait appel à deux musiciens vietnamiens qui jouaient des instruments traditionnels pour mélanger un peu la musique contemporaine, enfin des années 70 et la musique traditionnelle vietnamienne. Pour les côtés texture, alors en fait, donc j'avais les images en tête et j'ai voulu recréer dans l'image du film vraiment le côté aquarelle, dessin, retrouver cette chaleur du dessin sur papier, comme si j'avais fait une peinture. Et donc j'ai scanné beaucoup de matières et puis après, sur Photoshop, sur After Effects, on arrive à tout mélanger et puis pour retrouver cette texture-là, justement, dont tu parlais. Magnifique. D'ailleurs, les filles, n'hésitez pas à vous poser des questions entre vous également si jamais vous avez des questions. Keyu, tu as travaillé sur l'animation de Comme un fleuve avec Sandra. Je voulais savoir, en tant que créatrice, quelle est la différence entre travailler sur ton propre film et travailler sur le film de quelqu'un d'autre? C'est très plaisant les deux, mais c'est d'une deux façons très différentes. Quand je travaille pour les autres, je suis vraiment contente de rentrer dans le monde d'un autre artiste, d'apprendre un peu sa technique aussi, parce que, par exemple, quand je travaille pour le film de Sandra, je dois imiter le trait, le crayon dans le dessin de Sandra, et j'adore ça.
j'adore ça. J'ai l'impression que j'avais une autre étude à faire là-dessus. Je n'ai jamais dessiné comme ça avant avec le crayon, surtout les crayons pour l'ombrage. Hein, Sandra, c'est très... C'est très bien. Et pour l'histoire, quand tu travailles pour les autres, il y a toujours quelqu'un qui te guider. Alors, c'est plaisant dans des tortues pour savoir où je vais. Il y a toujours quelqu'un te guider. Mais j'imagine, comme tu es réalisatrice, je sais pas les autres, mais moi, quand je travaille sur mon film, c'est chaque jour, tu dois penser, OK, est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis dans le bon voie? Ça, à un moment donné, c'était quand même un grand défi. Mais je suis vraiment content à la fin. C'est comme ton enfant est né, c'est ton propre travail, c'est très, très certifié. C'est un long processus, mais ça vaut la peine. C'est ça la différence. C'est deux expériences magnifiques. En fait. Et puis pour toi, Sandra, d'avoir des gens qui travaillent avec toi, qui collaborent avec toi, est-ce que c'était une première expérience pour toi? Alors, dans mes films précédents, j'avais travaillé avec une ou deux personnes, mais là, c'était vraiment des animatrices mais confirmées aussi. Donc, du coup, c'était un peu déstabilisant aussi d'imposer un peu mon style au leur, quoi. Donc, moi, c'était une première fois. Je savais pas trop comment faire au début. Et puis, je trouve que c'est bien parce qu'elles apportent leur savoir-faire, leur manière de faire aussi, et ça nourrit aussi le projet. Donc non, ça au début c'était un peu étrange, je trouve, parce qu'en plus on a le décalage horaire, on se connaissait pas, hein. On se connaissait pas du tout. Moi j'habite en France, vous êtes au Canada, donc on n'a pas la même manière de parler aussi, donc c'était un peu compliqué au début de se comprendre, de trouver le bon rythme. Et puis après, moi je trouve que c'était génial de faire ça ensemble. Justement, c'est très nourrissant. La production s'était faite pendant la pandémie, hein, puis en fait, vous vous êtes jamais Avant, rencontrés avant la pandémie. ouais. Un peu pendant, c'est ça, vous n'êtes jamais rencontrés Non, c'est dans jamais le rencontré, réel. c'était avant. Et moi, j'étais enceinte pendant la production du film. Donc, normalement, je devais venir passer 3 semaines à Montréal. Et en fait, enfin, bref, je pouvais pas venir à ce moment-là prendre l'avion. Et du coup, on s'est jamais rencontrés. Et après, bah, effectivement, il y a eu le Covid. Et c'était... voilà, on n'a fait que des échanges sur Zoom, malheureusement. Ensuite, c'est ça. Comme un fleuve ne raconte pas l'histoire de tes parents, Sandra, mais celle de tes proches dont tu t'es inspirée. Tu as dit à ce sujet, si ce n'est pas notre propre histoire, on peut se retrouver dans les histoires des autres. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? Parce qu'en fait, cette phrase-là m'a beaucoup touchée parce que je suis vietnamienne aussi, puis des fois, c'est difficile de parler avec la famille des histoires du passé, des traumas de la guerre. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, l'histoire des Boat People, c'est une histoire qui a été vécue par beaucoup d'immigrants et c'est une histoire partagée, collective. Donc, est-ce que tu voudrais un peu élaborer là-dessus? Bah, je crois que tu as répondu à la question. Mais oui, bah, c'est ça, en fait, on a plein de points communs, en fait. Même si on n'a pas vécu cet épisode-là douloureux, dans les histoires familiales, il y a plein de choses communes. Et voilà, après, c'est comment raconter son histoire, alors que quand je demandais à ma mère, par exemple, de raconter, elle répondait, bah, pourquoi est-ce qu'on parlerait des histoires tristes? C'est quoi l'intérêt? Et dans plein de familles qui ont connu l'exil, c'est comme si on faisait une croix sur le passé. Alors, bah, moi, j'ai commencé à chercher. J'ai retrouvé ces points communs chez mes amis aussi d'origine vietnamienne. Et ils ont tous eu un parent ou eux-mêmes qui a quitté le pays et personne n'en parle. Il n'y a pas de transmission, pas de passé. Et voilà, c'est ça, on se retrouve complètement là-dessus. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'essayer de comprendre et d'écrire son histoire familiale en regroupant des petits bouts à droite à gauche, et on se rend compte que ces petits bouts à droite à gauche, bah, ce sont les mêmes que plein d'autres gens. Voilà,
pour ça que je disais ça, c'est que moi je trouve qu'on retrouve plein de points communs, même si c'est pas la même chose, bah il y a des choses similaires ou des anecdotes qu'on a enfant parce que moi ma mère elle me transmettait des choses que je me rendais pas compte que c'était que ça venait du Vietnam, mais après quand je en parlais avec des amis, bah, on avait les mêmes anecdotes. Voilà. Super intéressant. Je trouve ça très inspirant, en fait. Euh, ben, merci. Est-ce que, la question s'adresse à vous deux, est-ce que vous pourriez nous partager l'un des plus grands défis auxquels vous avez été confrontés lors de la réalisation d'un film et de quelle manière vous l'avez surmonté? Oui, je commence. Vas-y, Kay. Oui, pour moi, c'était vraiment parce que je choisis l'encre Chine. Mais après ça, j'ai réalisé l'encre Chine en dessin et en mouvement, c'est vraiment une autre chose. Je veux voir ça sur un écran, mais d'une façon comme paisiblement, pas si je contrôle pas bien l'encre Chine, ça veut dire entre les dessins continus, je vais voir la ligne bouge beaucoup. Et c'est une chose que j'aimerais bien contrôler. Je sais que c'est beau, mais c'est pas ça que je veux montrer dans mon histoire. J'ai besoin que ça, c'est plus, c'est plus, c'est plus doux. Sur là, je fais beaucoup de recherches et à l'époque, Studio d'animation me permet de faire cette recherche à l'étape de développement. Fait que j'ai essayé de différents papiers. euh, je me rappelle encore, à l'époque, c'était Diane Hayat m'a trouvé plein de papiers différents, transparents. Je fais le test là-dessus pour voir si je peux vraiment retracer sur la même ligne avec même effort de l'encre. C'est très difficile parce que le papier absorbe l'eau et alors ça bouille beaucoup et ensuite sous la caméra c'est très difficile à contrôler. Et à la fin, finalement, j'ai trouvé une technique avec l'aide de collègues. J'ai trouvé une technique un peu les deux. Alors, je fais certains backgrounds avec, à la main. Mais sinon, je trouvais un pinceau digital pour imiter le pinceau chinois, l'encre chine à l'ortie. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Puis, j'ai eu mon effet. Je finalement trouvé ces solutions. Et j'ai commencé la production après. Et pour toi, Sandra? Pour moi, c'était la première fois pour Comme un fleuve, justement, c'était la première fois que je mettais des dialogues dans un film, donc c'était de faire parler des personnages et dessinés et qui existaient simplement dans ma tête et de trouver les mots pour diriger les actrices, de donner des intentions. Ça, c'était super difficile parce que je savais pas tellement, c'est la première fois, donc je savais pas comment leur expliquer. Et puis finalement, enfin, je pense que ça a bien fonctionné, de trouver quelque chose dans la retenue, comme c'est un sujet douloureux, je voulais pas que ce soit trop, trop surjoué, trop triste. Voilà, donc ouais, il y a quelque chose de très intime et avec beaucoup de distance aussi. Voilà, et puis aussi de pas leur faire dire n'importe quoi, d'avoir de trouver le juste équilibre entre donner assez d'informations pour que les gens comprennent l'histoire du film et ne pas voilà, c'est un équilibre qu'il fallait trouver et c'est ça qui était vraiment pour moi le plus difficile et de pas être bloqué en donnant trop d'informations, mais fallait trouver juste ce qu'il fallait. Mhm. Oui, c'est important la voix dans les films d'animation, effectivement. Euh, la prochaine question s'adresse à vous deux. On insiste à une représentation asiatique beaucoup plus diversifiée à l'écran avec des films comme Minari, Parasite, Everything, Everywhere, All at Once et plus récemment la série Beef. Est-ce que ça a une influence sur vous en tant que créatrice? Puis, est-ce que c'est important selon vous? Oui. Oui, Ouais.
Moi, en tout cas, je pense pas que ça m'influence particulièrement parce que c'est vraiment une culture, enfin, la culture asiatique en général, je m'y intéressais déjà et puis on a grandi avec les films d'animation ou, par exemple, les films d'animation japonais aussi qui sont arrivés depuis plus de 25 ans en France. Donc, j'ai toujours été intéressée par les livres écrits par Murakami ou plein de films chinois ou coréens. Voilà, mais par contre, c'est vrai que ça devrait être normal de voir de plus en plus de films ou d'acteurs d'origine asiatique, parce qu'on a une culture effectivement très blanche où on voit des films avec des gens qui nous ressemblent pas forcément. Et puis voilà, donc je me dis que forcément avec le temps, tous les clichés qu'il y a vont forcément disparaître. Enfin, en tout cas, j'espère petit à petit. Et puis, un truc qui me choque à chaque fois, c'est que dès qu'on voit quelque chose avec un acteur asiatique ou qui parle d'Asie, c'est tout de suite, ça nous fait voyager, c'est quelque chose d'exotique. Voilà, donc pour moi, c'est important enfin, il est même normal que ça soit de plus en plus présent. Ça, je trouve que pendant longtemps, aussi les représentations des Asiatiques, c'était soit des nerds ou je sais pas, des professeurs de mathématiques où il y avait comme des rôles stéréotypés pour les Asiatiques à l'écran. Et puis maintenant, ce qu'on voit à travers les films, il y a autre chose, il y a une autre offre qui est beaucoup plus diversifiée. Mais j'aimerais t'entendre, Keyu, parce que ta perspective est complètement différente. Oui, Ayant grandi en Chine, oui. Oui, comme on a parlé déjà, c'est ça. Moi, c'est drôle parce que je sens très différent à cause que j'ai grandi en Chine. Je n'ai pas vécu mon adolescence et mon enfance ici. Alors, ça fait que moi, je n'avais pas un concept de raciste avant. J'ai appris ce concept de raciste ici, en fait. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler mon histoire de... Oui, oui, oui. Alors, c'est un bon exemple peut-être pour expliquer comment je parle vraiment ce concept de raciste. C'est que, en fait, au début, quand je suis déménagée à Montréal, j'étais en colloque avec les autres deux filles montréalaises et on partage un grand logement. Et à un moment donné, ma collègue, elle avait un invité et moi, j'ai cuisiné dans la cuisine. Et à l'époque, moi, je possédais zéro objet. J'avais quelques vêtements avec moi quand je déménage, mais sinon, je n'ai pas le casserole, assiette, je pas la tasse, je toujours chercher quelque chose bien meublé. Alors, je fais la cuisine, je fais le riz avec une petite casserole. Et son invité passait à côté de moi, puis il regardait, puis il dit ah, t'es pas ton rice cooker. Puis j'ai juste simplement dit que non, je parle le mien, je parle parce que je déménage vraiment légèrement. Et le soir, ma collègue vient de me dire désolée, excusez pour ça, parce qu'elle a trouvé que son ami était très, très raciste. C'était là que je réalisais que, ah, ok, ça c'était raciste, mais pour moi, c'était vraiment une question. Parce que je ne réalise pas ça que tu fais le lien entre rice cooker puis une chinoise, c'est des racistes. Pour moi, c'était juste une question. Mais il y a plusieurs exemples comme ça. Mais après, quand je parlais avec les familles immigrantes, j'ai beaucoup d'amis à Toronto. C'est deux parents chinois, puis qui m'a dit, souvent je remarquais leurs enfants parler anglais avec eux. Puis il m'a dit, ah, c'est vraiment difficile d'apprendre chinois parce que les enfants, c'est bien avant l'école, mais tout de suite après à l'école, les enfants voulaient comme les autres. Ils ne voulaient pas être différents. Ils commençaient par refuser les boîtes de lunch comme dumpling ou le riz frit parce que c'est juste, après ça, tu vas attirer l'attention de tout le monde. À la fin, ils demandent juste un sandwich froid comme les autres. Fait que je trouvais c'est dommage. Et je pense justement à cause de
ça, je trouve que c'est une bonne chose quand on a plus de représentation. Représentation derrière les différentes couleurs, différentes façons de vivre, pour les prochaines générations d'être plus confiants dans leur propre origine, de leur culture, de fiers de leur culture. Tout à fait, puis c'est ça le... Ben, c'est ça, vous avez, tu sais, par rapport à votre rôle de maman, de mère, qu'il y a eu maintenant, ça fait 17 ans que tu es au Québec. Évidemment, comme de transmettre ça, comment transmettre cette double identité à vos enfants. Puis, tu sais, j'imagine que c'est ça, la représentation, d'avoir une meilleure représentation asiatique, d'avoir des modèles qui nous démontrent que c'est normal, c'est correct, c'est d'être asiatique. Comment vous allez, le rôle de la transmission, puis avec vos enfants, comment vous voyez ça? Moi, je pense qu'il faut juste naturellement. Moi, je parle chinois avec ma fille. J'ai essayé en tout cas parce que c'est pas facile. Parfois, j'ai besoin les autres comprennent aussi. Alors, je dois parler français. Son père est québécois francophone. Mais j'ai essayé de parler chinois si je peux. Et je pense que c'est important pour elle plus communiquer avec ses grands-parents chinois et comprendre sa culture. Après, peut-être ça va finir aussi par elle voulait sandwich froid à un moment donné. Mais je pense que c'est pas grave. Si ça arrive, ça arrive, mais je vais faire mon part. Je vais essayer d'apprendre la culture. Puis j'espère que pour moi, ça serait, on a plus de représentation dans de différentes cultures. Et ça va arriver même l'histoire comme les autres vont demander « Ah, t'as pas un rice cooker? C'est vraiment mieux de faire le riz avec un rice cooker. » Comme juste quelque chose de très normal. C'est pas une question, ça devient une vraie question. C'est pas une question de poser comme à cause de ton identité. Mais je fais mon riz juste avec, exclusivement avec un rice cooker, by the way. Je trouve ça plus facile. Ça marche à tous les coups. Et pour toi, Sandra? Justement, je fais cuire du riz, mais dans une casserole, par contre. La fameuse technique du doigt. La phalange. Exactement, 1 centimètre. 1 centimètre, exact. Ça marche aussi. En fait, voilà. J'ai pas assez de place pour le rice cooker, donc je garde la casserole pour l'instant, c'est pour ça. Voilà. Moi, je parle pas vietnamien, donc du coup, c'est vraiment un énorme regret que ma mère n'ait pas voulu nous apprendre parce que j'ai ma sœur, on a 1 an d'écart et c'est pareil, elle parle pas. Voilà, donc moi, je parle pas. J'essaye de dire à ma mère de parler à mes enfants en vietnamien, mais bon, c'est trop difficile parce que tout le monde parle français. Donc, je pense que pour la langue, s'ils vont pas en cours apprendre le vietnamien, ils vont jamais apprendre, sauf s'ils vont faire leurs études au Vietnam. Voilà, mais par contre, je leur ai donné un prénom vietnamien parce que je trouvais que c'était important. Parce que moi, je suis métisse, mais mes enfants n'ont qu'un quart de sang vietnamien. Du coup, ça se voit très, très peu. Mon fils est blond aux yeux très clairs. Et je trouve ça important quand même qu'ils sachent d'où ils viennent. Et voilà, après, là, le mois prochain, je vais au Vietnam. Justement, on va faire un énorme voyage familial avec ma mère, mon père, ma sœur, mes neveux, mes nièces et mes enfants. Et ça fera donc c'est la première fois qu'on part tous ensemble. Voilà, presque 50 ans après leur rencontre au Vietnam. Donc c'est un moment, voilà, je pense que c'est important pour eux. Ça va leur rester en tête. Sans doute la dernière fois que mon père va au Vietnam d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc pour moi, moi je fais ça comme transmission. Si je peux pas leur apprendre la langue, j'essaye d'apprendre un peu la culture à droite à gauche de ce que je connais moi. Et ma mère essaye de passer quelque chose, mais c'est difficile en étant en France et en n'étant pas du tout dans un milieu très très fermé, très vietnamien. Et ça va être leur première fois au Vietnam à tes enfants? Oui. Ouais.
Ah, Avant, wow. ils étaient trop petits, ouais. Il y avait le Covid, trop petits. Et puis, avant, il y avait Zika aussi. Donc, c'était un Oui. problème pour, quand on voulait avoir des enfants de voyager. Voilà. Et puis, est-ce que tu as encore de la famille au Vietnam? Alors, j'en ai que je connais pas du tout. Ouais, Voilà, mais non, pas même beaucoup. chose. Alors, sur quoi vous travaillez ou est-ce que vous avez un film qui s'en vient dans la prochaine année? Est-ce que vous avez des projets en cours? Voulez-vous nous en parler? Je sais que Sandra, la fille de l'eau, est en préparation. Oui, alors Les Filles de l'eau, c'est un film, on est en pleine production, enfin, on vient de commencer l'animation. Donc, c'est l'histoire d'une femme, de sa vie, qui est plongeuse en apnée, elle pêche. Depuis son adolescence jusqu'à la fin de sa vie, c'est une femme qui pourra pas avoir d'enfant. Et donc le film traite euh, d'amour, du temps qui passe, et comment on accepte ces choses, les choses de la vie qui sont douloureuses ou pas. Voilà. Donc, et c'est inspiré de pêcheuses coréennes ou japonaises. Je ne sais pas s'il y en a en Vietnam. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Voilà. Et sinon, je développe le visuel d'un projet qui s'appelle Héritage. C'est un film éducatif en animation de Sophie Amis Sultan, qui est chercheuse à l'université de Montréal. Et c'est un scénario basé sur des témoignages de femmes d'origine vietnamienne qui parlent de migration, de colonialisme, de racisme, des nouvelles générations qui sont nées au Canada. Voilà, donc on développe ça. Ça, c'est pour l'année prochaine. Super intéressant. Et toi, Kéhu? J'ai aussi un film en ce moment. Je finis le phase d'études, mais c'est encore très très tôt. C'est un film parlé, c'est une histoire à parler d'amitié, d'amitié entre les deux filles. C'est aussi basé sur mon histoire, mais en même temps, j'imagine c'est pour beaucoup des gens, on a toujours un enfant, un ami d'enfance. Euh, c'est pour tout le monde aussi. Et ensuite, j'ai aussi un livre illustré. C'est la 12e livre de série Cinq sœurs. Je suis en train de travailler là-dessus. Super. Et je vous poserai une dernière question. Quel conseil vous donneriez à un artiste ou un cinéaste de la relève issu de la diversité? Euh, Sandra? alors, moi, je dirais que c'est important de parler de ses origines, mais pas que, parce que c'est pas, enfin, on n'est pas que ça, et on peut pas être tout le temps ramené à nos origines et à ce qu'on est, quoi. Et je trouve que c'est important de raconter sa vision du monde, comment on voit les choses, partager son expérience. Et chacun vit des expériences différentes. Et la multiplicité des regards, l'ouverture, la curiosité, tout ça, ça permet de raconter des histoires intéressantes. Et puis, on peut raconter 1000 fois une histoire, mais il y a plein de manières de les raconter. Donc, moi, c'est ça que je dirais. Super. Et toi, Kéhu? C'est super simple pour moi. C'est d'être curieux et audacieux. Euh, et go, d'aller Audacieux, vite. oui. Oui. D'y aller, de se lancer. Oui. Alors, il est 12h45, c'est bon, on est dans les temps. Alors, c'est le moment de passer à la période de questions. Pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez inscrire vos questions dans le chat et notre modératrice Magali va me les transmettre. Donc, première question ici. Est-ce que vous pensez que l'apprentissage de langues telles le cantonais, le mandarin, le vietnamien est un manque de support de l'éducation ou une perte de transition de la part des parents? Euh, Hmm, Moi, en ce qui me concerne, c'est une perte de transition des parents. Après, on peut pas imposer à l'école une langue.
aux élèves. Il y a tellement d'élèves qui viennent de pays différents que ce serait trop compliqué, il me semble, d'imposer ça. Mais c'est les parents qui devraient transmettre cette langue et puis, surtout transmettre la curiosité et la curiosité des enfants pour cette langue-là aussi. C'est ça qui manque parce qu'après, on est baigné dans le quotidien. Voilà, après, pour les parents, c'est pas forcément facile de transmettre cette langue-là aussi parce que c'est comme toi, Kiyu, où là, pour l'instant, c'est facile parce que ta fille est pas encore à l'école, mais c'est vrai qu'après, ça sera plus compliqué quand on apprend des cours. Ouais, je sais qu'il y a des enfants qui ne vont pas aller à l'école de langue justement à cause de la même raison, parce qu'ils Ouais, ne trouvent pas la raison d'apprendre. Ils trouvent que c'est inutile. oui, Euh, Alors, je pense que la société doit avoir une responsabilité là-dedans pour avoir plus de contenu différent, juste pour montrer que ça fait la partie de la culture aussi. Ça ne fait pas que c'est étrange. Et après ça, il y a des contenus très intéressants que ça va t'encourager d'apprendre la langue, comme justement le film Parasite. Je sais qu'il y en a beaucoup, des gens voulaient apprendre le coréen à cause du film. C'est super bien fait. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, en tout cas, par ma propre expérience, quand j'étais petite, mes parents ont essayé de m'apprendre le vietnamien, mais moi, étant donné que je voulais tellement m'intégrer, que je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre une langue avec laquelle je ne pourrais pas parler à personne parce que j'ai pas de famille Ouais. au Québec, ça, c'est un autre enjeu, ouais, qui est pas évident. Et l'inclusion en parlant trop souvent de minorités. alors, on n'a pas entendu le début de la question. Ah, Ouais. que pensez-vous du terme global majority au lieu d'aborder la diversité et l'inclusion en parlant trop souvent de minorités? Global majority. Je n'ai pas trop compris cette question, en fait. Global majority, j'imagine que c'est le colorblind. Mhm. C'est de se dire que tout le monde est pareil, j'imagine. Pas certaine de comprendre non plus. Passons à la question suivante. Est-ce que les gens du public auraient d'autres questions pour nos deux cinéastes? On attend. En tout cas, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais tout simplement vous remercier, Sandra Keyu. Est-ce que vous voudriez ajouter un mot de la fin? Ben, Merci. ouais, merci, merci. C'est une très belle occasion, je trouve, de vous rencontrer ici. Avec Sandra, on est toujours rencontrés visuellement et j'espère qu'on pourrait se voir dans le vrai monde un jour. Puis merci pour l'occasion de nous permettre de communiquer avec les autres. C'est super. Ben, ça a vraiment été un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Puis merci au public d'avoir participé et d'être resté avec nous jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé la conversation enrichissante. Un rappel que vous pouvez visionner les films de KU et de Sandra en ligne gratuitement sur onf.ca. Puis on vous invite également à découvrir nos chaînes pour le mois du patrimoine asiatique, puis à nous suivre sur les médias sociaux. Et on vous donne rendez-vous le 17 mai prochain pour une conversation qui se déroulera en anglais seulement avec Tao Lam et Hawi Shia, animée par Anne Koizumi. Donc, c'est à ne pas manquer. Je vous souhaite un bel après-midi tout le monde, puis merci beaucoup. Merci. Merci, Merci. salut, prenez soin de vous, à bientôt. Bye. Bye. Merci.